Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Elle reste encore peu connue et pourtant c'est l'une des principales causes d'infertilité chez la femme dans le monde. L'endométriose, la maladie dont nous parlons aujourd'hui, touche 5 à 20% de femmes en âge de procréer et 40% de femmes se plaignant de douleurs dans le bas-ventre. Beaucoup d'entre vous êtes peut-être atteintes sans le savoir. Engluées dans les préjugés, le retard de diagnostic de l'endométriose est malheureusement fréquent. Que comprendre de la maladie? Quels en sont les symptômes? Comment faire la différence entre simple douleur de menstruation et une endométriose? Le diagnostic a-t-il un impact sur la fertilité? Si oui, comment tomber enceinte malgré tout? On en parle avec professeur Justin Lewis Denakbo. Il est gynécologue obstétricien, chef du service de clinique universitaire de gynécologie obstétrique du Centre national hospitalier et universitaire Koumaga de Cotonou. Merci professeur de votre disponibilité. Bonjour Madame Draman. Nous sommes ravis de discuter du sujet avec vous. L'endométriose, une maladie peu connue, je le disais, et on le verra dans ce micro-trottoir. Suivons ensemble et on revient après. J'ai jamais entendu parler d'endométriose, mais j'aimerais en savoir si possible. Je n'en ai jamais entendu parler de l'endométriose. J'avais regardé un film, j'ai entendu le mot endométriose. J'ai fait des recherches sur Google et j'ai vu ça. Je sais que c'est une maladie qui touche la plupart des femmes. Bon, au niveau des menstrues, je n'ai pas bien compris l'explication, mais je sais que ça touche principalement les femmes au moment des menstrues, que ça empêche même parfois les femmes d'avoir des rapports sexuels. Pas vraiment. Je ne sais pas en fait ce que c'est. Mais on m'a dit que c'est une maladie due aux menstrues. J'en ai entendu parler, mais j'ai suivi des débats sur ça. Et lors de ces débats, je crois savoir que c'est une douleur, genre des contractions que la femme a souvent. Mais je ne sais pas si il y a aussi d'autres signes. Non, je n'ai jamais entendu parler de l'endométriose. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais des règles douloureuses, assez douloureuses, j'arrivais à rien faire. On m'a indiqué un produit, des tisanes et à chaque menstruation, je prenais pour me soulager. Mais après ma première grossesse, ça s'est arrêté, je n'ai plus de douleur lors de menstruation. Retour sur ce plateau, nous allons parler de long en large autour de l'émission sur les douleurs menstruelles. Professeur, déjà, c'est quoi une endométriose? Oui, pour bien comprendre la définition de l'endométriose, il importe de dire quelques mots sur l'utérus. L'utérus, vous savez, fait partie des organes génitaux de la femme, oui. Et il est constitué de plusieurs parties, dont la muqueuse. La muqueuse étant la partie de l'utérus qui se transforme tous les mois pour accueillir un produit de conception, donc l'embryon. Et quand il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas d'implantation d'un œuf, cette muqueuse qui a poussé, elle va être balayante, griffée sous forme de règles. Cette partie de l'utérus, donc, qu'on appelle muqueuse, oui, a un autre nom, l'endomètre. Et donc, comme on le voit sur l'image. D'accord. Et donc, l'endométriose, c'est la localisation du tissu endométrial, oui, en dehors de sa place normale. En dehors de sa place normale, c'est la définition de l'endométriose. De l'endométriose, oui, c'est lorsque le tissu ou les cellules qui constituent la muqueuse utérine, oui, qui constituent l'endomètre, se retrouvent en dehors de la cavité utérine.
Et quand on parle d'endométriose, est-ce qu'il y en existe de plusieurs types? Tout à fait. Il y a deux groupes d'endométriose. Il y a l'endométriose externe par rapport à l'utérus. En d'autres termes, lorsque le tissu dont j'ai parlé se retrouve au niveau des trompes, parce que les trompes ne font pas partie de l'utérus, au niveau des trompes, des ovaires, au niveau des intestins, et même des poumons, et parfois plus loin, au niveau du cerveau, ça s'appelle endométriose externe, donc complètement en dehors de l'utérus. Et un deuxième type d'endométriose, appelé endométriose interne. En fait, c'est simple. Vous avez adossé à la muqueuse ce que nous on appelle le muscle utérin ou le myomètre. Lorsque le tissu endométrial ou les cellules de l'endomètre infiltrent le muscle utérin, on parle d'endométriose interne, et ça a un autre nom, l'adénomyose. Donc si vous allez en consultation ou bien vous lisez et on vous dit adénomyose, c'est une autre façon de parler de l'endométriose interne. Et aujourd'hui, quelles sont les causes connues de la maladie? En fait, il y a beaucoup de théories autour des causes de l'endométriose, mais il y a certains faits quand même qui sont réels et qui permettent d'expliquer l'origine de la maladie. La première origine, c'est le reflux des règles. Vous savez, les règles... Le reflux des règles? Oui, je vais l'expliquer. En fait, lorsque la muqueuse, donc l'endomètre, a poussé pour accueillir un œuf, et puis il n'y a pas eu de grossesse, je vous ai dit ça va couler sous forme de règles. Oui. En fonction de la quantité de sang qui coule dans la cavité, ça doit couler vers le col, le vagin, et puis apparaître à la vulve. Ça, c'est le cheminement normal. Mais chez certaines femmes, en fonction de la quantité, ça peut refluer, c'est-à-dire aller vers... d'autres organes. Couler à contresens en fait et se retrouver au niveau de la trompe. C'est comme ça qu'on a l'endométriose tubaire, donc au niveau des trompes, et qui va se retrouver finalement au niveau de la cavité pelvienne. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle, parce que pour que ça se retrouve au niveau des poumons, il faut que le tissu se retrouve dans le sang. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie vasculaire. Il y a un autre type aussi, c'est lorsque ça passe par les vaisseaux lymphatiques, vous voyez, les ganglions, pour arriver au niveau de l'ombilic, c'est-à-dire du nombril. Vous pouvez avoir aussi des nodules d'endométriose au niveau de l'ombilic, de sorte qu'au moment où la patiente a ses règles, elle peut avoir du sang qui coule par l'ombilic. Et puis un dernier mécanisme, oui, c'est la baisse de l'immunité. Parce que si vous n'avez pas de défense forte, lorsque vos défenses sont bien constituées, en réalité, quand le tissu endométrial va se retrouver à un endroit qui n'est pas l'endroit approprié, vous avez des mécanismes de défense qui vont vous débarrasser de ces cellules qui sont à un endroit inapproprié. Donc c'est ça les principaux mécanismes. Ah oui, il y a quand même aussi des causes iatrogènes, c'est-à-dire liées aux soins. D'accord. Le curettage, par exemple. Quand les gens, le curettage est mal fait. Non, je ne parle pas, ce n'est pas les fausses couches. Okay. Les avortements provoqués, oui, surtout par curettage. Lorsque vous curettez, vous grattez l'intérieur de l'utérus, vous mettez en contact les cellules de l'endomètre avec le muscle utérin, et c'est le principal mécanisme d'ailleurs de l'endométriose interne, encore appelée adénomyose. Est-ce que dans le cas du système immunitaire, de l'immunité qui affaiblit, ça a un rapport avec les perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'on a aujourd'hui établi une cause liée à l'environnement, liée aux facteurs des perturbateurs endocriniens? Bien sûr, parce que le tissu endométrial est influencé par deux principales hormones, les oestrogènes et la progestérone. Oui. Et effectivement, si vous avez des facteurs environnementaux, notamment le CO2, qui est reconnu comme perturbateur endocrinien, intervient également dans la genèse de l'endométriose. Par contre, les causes immunitaires dont je parlais tout à l'heure, enfin, c'est les défenses de l'organisme. Si vous avez... chaque élément de l'organisme doit rester à sa place. S'il se retrouve à un endroit qui n'est pas le sien, on a des éléments au niveau de l'organisme qui doivent se charger
de l'éliminer de cet endroit-là. C'est harmonieusement fait lorsque le fonctionnement de l'organisme est correct. Professeur, on estime aujourd'hui qu'une femme sur 10 souffre d'endométriose autant que le cancer du sein, si je ne me trompe. Et qu'est-ce qui explique qu'on en sait peu sur la maladie? Non, la fréquence est beaucoup plus élevée que ça. Vous avez jusqu'à 20 à 30% des femmes en âge de procréer qui souffrent de l'endométriose. Et lorsque vous prenez des femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant, donc qui ont des problèmes d'infertilité, c'est près de la moitié de ces femmes-là qui souffrent de l'endométriose. Et il y a un lien, on le verra sans doute tout à l'heure, un lien fort entre l'endométriose et l'infertilité. Pourquoi elle n'est pas connue? Oui, c'est une maladie qui n'est pas connue parce que même les praticiens ne l'évoquent pas. C'est une méconnaissance liée d'abord à l'insuffisance des praticiens qui ne l'abordent pas en consultation, qui ne l'évoquent pas. Parce que quand vous avez des douleurs, vous analysez les symptômes, notamment la douleur qui amène la patiente en consultation. Oui. Comme je le dis souvent, un signe, un symptôme, c'est un carrefour. Ça peut vous amener n'importe où, mais quand vous avez reçu une bonne formation, après une bonne analyse du symptôme, vous pouvez dire, ça c'est une endométriose. C'est le fait de ne pas l'évoquer, mais en première intention, les gens vont évoquer fibrome ou myome utérin. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière une douleur chez la femme. On verra sûrement ces choses-là au cours de l'émission. Est-ce que l'endométriose, ça s'exprime de la même façon chez toutes les femmes? Non. Simplement à cause des localisations dont j'ai parlé. En fonction de la localisation, les symptômes ne seront pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle la prise en charge doit être, individuelle, personnalisée. On ne peut pas proposer la même recette pour tout le monde. C'est en fonction de l'expression clinique, du tableau clinique qu'on apporte la réponse appropriée. Parlant de tableau clinique, quels sont les symptômes qui se présentent souvent quand on est dans un cas d'endométriose? Pour répondre à la question, je vais parler d'abord du rôle des hormones que j'ai évoquées là. Oui, vous savez, l'endomètre est sensible aux hormones. Si vous n'avez pas des hormones ovariennes, vous ne pouvez pas avoir les règles. D'accord. Si ces hormones, il doit y avoir une certaine harmonie entre ces hormones-là, notamment la première, les oestrogènes, qui font pousser la muqueuse. De façon cyclique, cela se fait de façon cyclique. Si le tissu le tissu endométrial qui est sensible aux hormones, se retrouve à un endroit qui n'est pas le sien, quel que soit l'endroit où il est, et étant donné que les hormones circulent dans tout l'organisme, ça passe dans le sang, et donc ça circule dans tout l'organisme. Le tissu aussi, là où il est, sera le tissu endométrial, quel que soit l'endroit où il sera sensible aux hormones. De sorte que si vous avez le tissu endométrial au niveau des ovaires, vous risquez d'avoir une endométriose ovarienne sous forme de kyste. Et ce kyste est particulier parce que son contenu, c'est comme du sang des règles. Si vous l'avez au niveau des trompes, c'est pareil. Au niveau des intestins aussi, vous pouvez avoir au niveau de la cavité abdominale du sang, mais ce sang-là, c'est du liquide que quand vous voyez, ça rappelle le sang des règles. Vous pouvez l'avoir également, je l'ai dit tantôt, au niveau du nombril, au niveau de l'ombilic, et là, de façon cyclique. Au moment où la personne doit avoir les règles, de façon contemporaine, vous allez avoir l'expression de la symptomatologie. Et j'ai évoqué aussi les poumons. Il est arrivé, nous on a 2 personnes qu'on gère ces dernières semaines qui ont du liquide autour des poumons et après analyse, c'est du tissu endométrial. Et de façon cyclique, au moment où elle a les règles, elle a des difficultés respiratoires liées à la présence de ce liquide autour des poumons. Parfois même, on dit que ça peut se retrouver dans le cerveau, c'est vrai, professeur? Ça peut se retrouver au niveau du cerveau, mais c'est des localisations rares. Les localisations extra-abdominales, complètement en dehors de l'abdomen, qui sont les plus fréquentes, c'est pulmonaire. C'est les localisations pulmonaires. Mais localisation cérébrale, c'est exceptionnel.
Et qu'est-ce qui vous permet de reconnaître une endométriose? Pour revenir aux symptômes. Oui, comme on le dit, c'est l'interrogatoire. Quand une patiente se plaint de douleurs au moment des règles, on appelle dysménorrhée, les gens ont tendance à banaliser en disant oui, c'est les règles douloureuses, mais des règles douloureuses doivent être analysées pour séparer, disons, ce qu'on appelle la dysménorrhée essentielle et une cause organique, comme l'endométriose. En fait, une femme qui a des règles douloureuses, mais ces règles douloureuses sont survenues secondairement. En d'autres termes, quand elle a commencé les menstruations, donc à la puberté, elle n'avait pas de règles douloureuses. Et c'est quelques années après, les douleurs se sont installées. Et surtout, c'est des douleurs qui commencent, disons, après le début des règles. Elle peut avoir commencé les règles ce matin et le soir ou le lendemain, la douleur s'installe. Nous, on appelle ça dysménorrhée secondaire et tardive. C'est typique, c'est caractéristique de l'endométriose. De sorte que si vous avez une patiente comme ça, vous devez d'emblée vous évoquer le diagnostic. Et puis, bien sûr, on fait des explorations complémentaires pour pouvoir affiner le diagnostic. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la douleur. Lorsque il y a, disons, les rapports sexuels douloureux, la dyspareunie, et c'est un type particulier de rapport sexuel douloureux. Nous, dans notre langage, on parle de dyspareunie balistique, c'est-à-dire au moment des va-et-vient, chaque fois que ça touche le col, une douleur vive est déclenchée. Là, c'est dans les endométrioses qui touchent des ligaments qui maintiennent l'utérus en place. Et puis, lorsque vous avez des localisations digestives, forcément la dame va avoir des troubles digestifs, notamment ça peut être des douleurs à la défécation ou encore de la diarrhée. Quand on parle de douleurs, on entend souvent, on le sait, quand on est en menstruation, il y a des douleurs parfois même invalidantes. On ne va plus au boulot pour ceux qui travaillent ou celles qui travaillent, on ne va plus à l'école. De quel type de douleur on parle ici? Est-ce que raconter que j'ai mal, que j'arrive plus à me mouvoir, simplement peut permettre de comprendre? C'est des douleurs pelviennes. Les douleurs de l'endométriose, c'est des douleurs du bas du ventre. La patiente a très mal. Je parle de l'intensité de la douleur. Oui. C'est la raison pour laquelle ces douleurs sont invalidantes et l'obligent à avoir un arrêt de travail. Et voilà. Elles sont intenses et d'ailleurs, la plupart du temps, le conjoint ou bien le mari est obligé de l'amener dans une clinique pour recevoir des soins d'urgence. En général, c'est des antalgiques. Oui. Mais c'est là aussi, il faut l'attention des collègues. Oui. Quand vous avez des douleurs comme ça, vous avez, disons, fait des soins d'urgence, vous avez calmé la douleur, mais si vous êtes médecin généraliste, demandez un avis gynécologique. Parce que mettre des antalgiques n'est pas le traitement, c'est pas le traitement de fond de la maladie. Ça, c'est juste pour régler un problème, mais le cycle prochain, là, je vous ai dit, des douleurs. Exactement, les douleurs vont réapparaître. Donc quand on a un patient qui revient souvent pour des douleurs, c'est un signe que quelque chose se passe. Et c'est au thème de l'interrogatoire, je le dis aussi, là je suis en train de faire une consultation en direct. Oui, il y a une tonne de questions que nous on pose pour cerner la situation. Avant même d'aller faire, de l'examiner et puis d'aller demander une échographie, des examens complémentaires, on sait à 90% qu'elle fait une endométriose. Est-ce que là, c'est quand elle arrive à exprimer sa douleur? Parce qu'aujourd'hui, on pense, d'ailleurs je profite pour poser la question, est-ce que c'est normal les douleurs pendant les règles? Non, les douleurs ne sont pas normales de toutes les façons, mais c'est une question de sensibilité. On n'a pas le même seuil de la douleur. Il y a des gens qui font et là, je dois même apporter une précision. Il n'y a pas toujours une corrélation entre l'intensité de la douleur et l'importance de la maladie. Il y a des femmes qui ont des endométrioses très avancées et qui vont avoir très peu de douleur. À l'inverse, vous avez des femmes qui ont des lésions, de petites lésions d'endométriose. C'est l'endométriose qui est modérée et qui vont avoir des douleurs, mais des douleurs atroces.
Donc, ça dépend aussi du vécu psychologique de chacun, parce que cette maladie aussi a quand même des répercussions au plan psychologique. Y a-t-il des cas d'endométriose asymptomatique ou... Oui, bien sûr, il y a des cas d'endométriose. Il y a des femmes qui viennent pour un autre motif et vous faites une échographie pour ces motifs-là et vous découvrez fortuitement une endométriose, notamment l'endométriose de l'utérus qu'on appelle adénomyose. Professeur, si la technique est avec nous, nous allons sur un élément et revenir sur la question, la différence entre les règles douloureuses et l'endométriose pour comprendre réellement l'intensité des douleurs et comment est-ce qu'il faut faire la différence en cas d'endométriose. La première fois que j'ai eu mes règles, c'était à 10 ans et je n'avais pas eu de douleur. C'était normal. Mais au fil du temps, j'ai commencé par sentir des douleurs. Ça faisait très, très, très mal. Jusqu'à ce que parfois, j'ai eu à manquer de cours. De très, très fortes douleurs, un peu comme si ça brûlait. Je m'enroulais. J'avais même pas une position où je pouvais me sentir à l'aise. Quand j'étais couchée, debout, parfois j'avais même du mal à tenir debout. J'ai les maux de tête surtout, envie de vomir, des nausées. Des fois, les douleurs viennent au début des règles, les deux premiers jours. Mais il y a d'autres fois où ça prend tous les 5 jours. Il y a d'autres fois où ça va au-delà des 5 jours. Même quand c'est fini, ça continue. Mes menstrues varient entre 5 et 7 jours. Ma maman sait, mes parents savent. Mais elle fait de son mieux pour m'aider à soulager la douleur. Je pense qu'elle aussi, elle a eu ça dans sa jeunesse. Il y a quelques-unes de mes camarades qui me disent que c'est dû au rapport sexuel et qu'après, quand tu as des rapports sexuels, tu n'as plus de douleur. Professeur, y a-t-il dans ce témoignage des raisons de s'inquiéter? Non, elle exprime son vécu des règles douloureuses à sa façon. En réalité, les règles douloureuses dont on parle, qui n'ont pas de support organique, qui ne sont pas dues à une maladie, que nous on appelle dysménorrhée essentielle, ces règles douloureuses sont liées à des phénomènes inflammatoires. Ça oblige à comprendre un peu le mécanisme de la menstruation, mais je ne vais pas vraiment détailler ça. Je vais simplement dire que dans le mécanisme des menstruations, donc de l'écoulement des règles, vous avez des phénomènes inflammatoires. Qui dit inflammation dit douleur. Et ça, le tout dépend de la sensibilité de chacun. Et en plus, si ces phénomènes inflammatoires sont intenses, mais forcément les douleurs seront intenses. Donc, il y a toujours chez toutes les femmes, lors des règles, des phénomènes inflammatoires, mais l'intensité de la douleur sera corrélée à l'importance de ces phénomènes inflammatoires qui accompagnent les règles. Ça, c'est dans le cas des dysménorrhées essentielles. Mais dans les douleurs de l'endométriose, ces phénomènes sont exacerbés, d'autant plus que là où ça se produit, ce n'est pas, l'environnement habituel de ce tissu-là. C'est pour ça que les phénomènes inflammatoires sont exagérés et il y a des récepteurs de la douleur, parce que quand on parle de douleur, il y a des filets nerveux. Bon, si c'est sur une grande surface que le tissu endométrial subit les modifications hormonales, vous pouvez avoir des douleurs un peu plus importantes. Mais comme je le disais, il y a des cas d'endométriose importantes qu'on dit sévères, qui n'ont pas forcément une expression douloureuse importante, intense. Elle a parlé là de mal de tête, de douleur à la tête souvent. Est-ce que ça fait partie également des signes qui peuvent alarmer en cas d'endométriose? Oui, forcément, si vous avez, c'est ce qu'on appelle les céphalées cataméniales, les céphalées synchrones ou contemporaines des règles. Oui, quand quelqu'un a des céphalées, des maux de tête à répétition chaque fois au moment des règles, il faut l'examiner. Parfois même, on peut aller, parce que si ça se répète, on a besoin de faire des explorations pour éliminer quand même d'autres maladies, parce qu'il ne faut pas faire focus sur une seule pathologie et passer à côté d'autres. Vous recevez souvent des femmes en consultation pour des questions d'endométriose. Est-ce que c'est courant? Non.
elles ne viennent pas dire qu'elles ont l'endométriose. Non, mais elles viennent en consultation. Exactement, elles viennent en consultation, soit c'est pour désir de grossesse ou bien pour ces douleurs-là. Et après évaluation, on leur dit, madame, vos douleurs ou bien les problèmes que vous posez sont en rapport avec l'endométriose. Oui, c'est très fréquent. Hein. Je l'ai dit à l'entame. Si vous recevez 10 femmes pour un problème de désir de grossesse, donc un problème d'infertilité, vous avez au moins la moitié qui souffre d'endométriose. Si vous avez des douleurs pelviennes, même en dehors des problèmes d'infertilité, si vous avez 10 femmes qui consultent pour douleurs pelviennes, vous avez au moins 3 ou 4 qui présentent une endométriose. Donc elles viennent avant tout pour les désirs d'enfants, pour des douleurs. Et est-ce que elles vous disent pendant combien de temps elles ont traîné la consultation avant d'en arriver à ce stade-là? C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un témoignage sur le plateau, pas qu'on n'a pas essayé de faire les démarches qu'il faut, mais vous allez essayer de parler en leur nom. Oui. D'habitude. Non, en fait, ce qui se passe, c'est la faute à nous les praticiens, c'est ce que je disais, parce que les douleurs sont tellement intenses qu'elle ne peut pas rester à la maison. Elle est obligée d'aller en consultation quelque part quand même. Mais si le prestataire de soins n'évoque pas le diagnostic, il ne va jamais parler de l'endométriose à la dame, parce que peut-être lui-même il ne le sait pas. C'est ça le problème. C'est pas que les femmes ne le savent pas. Personne ne leur a dit que les symptômes que vous avez sont en rapport avec la maladie. Est-ce que ce n'est pas parce que culturellement, on supporte la douleur en tant que femme? On se dit déjà, quand les menstrues arrivent, menstruation égale douleur, et donc ah non, on exagère parfois. Les douleurs intenses de l'endométriose, ah non, on ne peut pas rester à la maison avec. C'est si intense que le mari, même s'il n'a pas d'humanité en lui, à un moment donné, il va dire, mais quand même, il se passe quelque chose. Et à chaque fois, c'est comme ça. Vous imaginez, vous recevez une patiente et puis quand vous instituez les soins, le mari vous dit, docteur, pour la première fois, je suis avec mon épouse depuis 15 ans et pour la première fois, elle a eu les règles et j'ai pu dormir. Voilà. Pour dire combien ça a été un calvaire pour lui. C'est un calvaire. Il y a des femmes, vous recevez, qui traînent cette douleur depuis 10 ans. Et quand vous faites le point, vous leur dites, c'est l'endométriose que vous traînez depuis un certain nombre d'années. Mais elle vous dit, mais je suis quand même allé en consultation chez telle personne. Parce que je n'avais pas eu de satisfaction, j'ai changé tellement de médecins, tellement de gynécologues obstétriciens. Donc c'est la raison pour laquelle l'appel qu'on peut lancer aux collègues, c'est... moi, je me dis, ils sont formés à ça. Et ne pas évoquer le diagnostic, quitte à l'éliminer, ne pas l'évoquer, c'est une faute. Est-ce qu'aujourd'hui, on penserait que même si le médecin n'en parle pas, la patiente également doit l'évoquer? Est-ce que ce ne serait pas un peu comme si la patiente vient apprendre au médecin son travail? Non, pas du tout. Les patients, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, avec l'accès à Internet, les gens connaissent les maladies. Et donc, il y en a qui arrivent avec le diagnostic qui vous disent je crois que j'ai l'endométriose, mais c'est pas parce qu'elle a dit qu'elle pense qu'elle a l'endométriose qu'il faut. Voilà. Mais nous après on ne sait pas le vrai du faux. Mais il y en a qui viennent effectivement avec le diagnostic parce que elles ont eu l'information sur Internet. On a commencé déjà par parler de ça. Comment se fait le diagnostic? Le diagnostic, comme je le disais, c'est basé sur, on dit, il est anamnestique, sur le récit de la patiente. Donc, quand elle me dit qu'elle a mal, je vais dire, mais d'accord, vous avez mal. À quel niveau? Je vais essayer de situer la douleur, douleur du bas du ventre, une douleur pelvienne, dans le cycle. Elle va me dire, c'est au moment des règles. Et d'accord, c'est au moment des règles, mais est-ce que depuis les premières règles, ou c'est arrivé après? Ce qu'on appelle la dysménorrhée secondaire. Mais est-ce que ça commence avant le début des règles ou les règles se sont installées avant que la douleur n'apparaisse? C'est ce qu'on appelle la dysménorrhée précoce ou tardive. Si j'ai ces éléments, je vais demander, quand vous faites les rapports sexuels, est-ce que vous avez mal? Si elle me dit elle a mal, la question qui doit suivre, est-ce que c'est une dyspareunie? Donc
rapport sexuel douloureux. Superficiel ou profond? Si elle me dit c'est profond, ben j'ai des éléments clés pour évoquer le diagnostic. Oui, mais ça fait partie de l'intimité. Est-ce que la femme en parle? Ah oui, en consultation, vous venez en consultation. C'est vrai que si vous allez en consultation ophtalmologique, vous aurez du mal à sortir ces éléments-là. Mais vous venez en consultation gynécologique, là. Ah bon. Vu que vous savez ce pourquoi vous venez, exactement, il est important d'en parler. Est-ce que les douleurs en rapport avec les rapports sexuels sont systématiques chez toutes les femmes qui ont l'endométriose? Non. Ça me permet de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. L'importance de... il y a des femmes qui ont de l'endométriose, mais qui n'ont pas mal au moment des rapports sexuels. C'est lié à la localisation. Le type d'endométriose, la localisation qui est à l'origine des rapports sexuels douloureux, c'est la localisation au niveau entre le vagin et le rectum. Donc c'est à l'intérieur et aussi sur l'utérus. Je vous ai dit, il y a des ligaments. L'utérus n'est pas libre comme ça. Il est dans le ventre, mais il est maintenu en place par des ligaments. Si des ligaments sont touchés, forcément, chaque fois que l'homme touche le col, mais ça déclenche une douleur vive. Hein. Ça, c'est connu. Nous, on appelle ça dysménorrhée balistique. Quand vous avez ça, vous avez le tableau est complet, vous évoquez la maladie. Le reste, c'est de faire des examens d'imagerie pour confirmer le diagnostic. Des examens d'imagerie L'échographie. L'échographie permet de faire le diagnostic de l'endométriose de l'utérus, de l'ovaire, mais ce qui confirme le diagnostic à l'intérieur de la cavité, sur les intestins et autres, c'est la cœlioscopie. La cœlioscopie, c'est quoi? C'est le fait de visualiser la cavité utérine à l'aide d'un système optique et disons, c'est la caméra. Vous avez déjà entendu parler de la chirurgie à ventre fermé avec caméra. En fait, c'est ça. Vous voyez et puis vous traitez. D'accord. Est-ce que tous ces examens listés, est-ce qu'ils sont accessibles? Oui, c'est accessible. L'échographie est accessible. Et, disons, ne comporte pas des risques. Elle peut être répétée. Par contre, la cœlioscopie dont je parlais, qui consiste à aller voir à l'intérieur de la cavité abdominale avec un système optique, donc une caméra, ça nécessite une anesthésie générale. Voilà. Donc c'est beaucoup plus invasif que l'échographie. Mais ça vous confirme le diagnostic parce que vous voyez les lésions et dans le même temps, vous avez la possibilité de traiter certaines endométrioses pelviennes. L'accessibilité ici, je ne parle pas nécessairement en termes de coût. En termes de coût et en termes de matériel. Non, le matériel existe puisque on a quand même fait des progrès. On n'est pas, je dis souvent aux collègues, on ne fait pas la médecine comme des primitifs. La médecine a beaucoup évolué, même au Bénin, même dans les pays en développement. Quand je dis à des collègues qui sont, puisque nous aussi, on est revenus de là-bas, quand on leur dit qu'on fait la cœlioscopie, donc la chirurgie à ventre fermé, ils sont un peu étonnés. Depuis quand? Ils disent depuis 15 ans. La chirurgie à ventre fermé en gynécologie, on l'a fait à Cotonou depuis plus de 15 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des médecins qui se spécialisent sur la question de l'endométriose? Oui, bien sûr. En fait, j'ai l'habitude de dire, je suis un fanatique des formations complémentaires. C'est pas parce que vous êtes gynécologue obstétricien que ça vous donne le droit de faire tout sur le corps d'une femme. Il faut faire des hyper spécialisations. Donc on choisit. Si vous voulez traiter, faire la prise en charge correcte, complète de l'endométriose en tant que gynécologue obstétricien et que vous n'avez pas de compétences en cœlioscopie, ce que je viens de décrire, en chirurgie à ventre fermé, vous avez des insuffisances. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas traiter, vous allez la prendre en charge, mais à un moment donné, vous allez passer la main à la personne qui s'y connaît. Voilà. Donc, si c'est prescrit avoir la démarche et prescrit le médicament approprié, oui, vous pouvez le faire. Mais bien souvent, il faut aller à la chirurgie.
Et en ce moment-là, quand vous n'avez pas de compétences, vous faites appel aux collègues. Aux collègues qui ont des compétences. Vous l'avez évoqué, pour les femmes que vous recevez en consultation, dans la plupart des cas, c'est pour des questions d'infertilité. Oui. Mais on sait également que la maladie commence très tôt. Et donc, est-ce que chez les jeunes filles, le diagnostic est le même? Les examens, tout ce qui tourne autour? Justement, il y a un facteur de confusion chez les jeunes filles. Au départ, on dit c'est les règles douloureuses. Ce que j'appelais dysménorrhée essentielle. Essentielle veut dire sans cause. Et chemin faisant, mais si vous analysez les règles, le cycle menstruel de la femme, à un moment donné, vous allez dire quand même, oui, règles douloureuses, c'est vrai. Règles douloureuses essentielles sans cause, je dois évoquer quand même l'endométriose. Si après les investigations, je n'ai aucune cause, le tout est joué. Je retiens le diagnostic de règles douloureuses essentielles. Pour dire que même chez la jeune fille, dès qu'elle commence par se plaindre de douleur avec quelques signes, c'est important de prendre en considération. Oui, sauf que l'endométriose, quand même, chez la jeune fille qui vient de commencer les règles, non. Elle a des mécanismes de défense qui permettent quand même d'éviter que le tissu endométrial aille se greffer à des endroits non appropriés. Mais quand ça se prolonge et c'est tout le temps comme ça, oui, vous devez y penser parce que vous savez, l'être humain est très complexe. On ne peut pas avoir une vision univoque des choses. Si vous faites ça, mais les douleurs dont on parle, ça peut être également lié aussi au fibrome utérin. Et je précise aussi que parfois les deux sont associés. Chez la même femme, vous avez fibrome et l'endométriose. Là, le tableau est un peu... Bon, on dit chez nous le tableau est un peu bâtard, mais on a la possibilité de faire la part des choses quand même. Ce qui fait le plus peur en cas d'endométriose, c'est le risque d'infertilité. On estime que 30 à 40% de femmes atteintes d'endométriose seront infertiles. Qu'est-ce qui explique cette proportion? Est-ce que c'est parce qu'on ne prend pas le mal plus tôt ou parce que ce sera comme ça chez ces femmes-là? Non, c'est à cause des dégâts que ça crée à l'intérieur de la cavité. Lorsque l'endométriose, vous connaissez le rôle de la trompe, c'est au niveau de la trompe qu'a lieu la fécondation. La rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, c'est au niveau de la trompe. Et au bout de 7 jours, le fécondé viendra s'implanter dans la cavité utérine et la grossesse commence. Et parenthèse, c'est lorsque ça ne descend pas dans la cavité qu'on parle de grossesse extra-utérine. Donc, la trompe est capitale. Imaginez du tissu endométrial qui se greffe au niveau de la trompe et dans la trompe, donc il y a production du sang des règles. C'est ce que ça veut dire. Cette trompe n'est pas appropriée pour la fécondation. Exactement. Si ça s'implante, je parle de le tissu endométrial sur les ovaires, ça va vous donner ce qu'on appelle le kyste endométriosique qui va quand même détruire les follicules. C'est à partir des follicules que vous formez les ovules. Et donc, il y aura des difficultés, cette femme-là aura des difficultés à ovuler, ou alors la production des ovules sera perturbée. Lorsque la production des ovules est perturbée, c'est une cause d'infertilité. Et puis, tout l'environnement au niveau du bas du ventre, donc au niveau du pelvis, avec l'inflammation qui est chronique, n'est pas approprié pour la conception. C'est au regard de tous ces éléments que l'endométriose est une grande cause d'infertilité chez la femme. On parle en rapport avec l'endométriose de stade. Quand on arrive à l'infertilité, on est à quel stade? Non, j'ai dit, il n'y a pas toujours une corrélation entre l'importance de la maladie, le stade de la maladie et les conséquences. Donc il peut y avoir des femmes avec endométriose qui auront des enfants. Exactement. Malgré que la maladie soit... J'ai un exemple récent. Voilà une femme qui a une endométriose, mais le diagnostic a été fait en 2016. Ça lui a fait de l'eau. Je vais parler simplement dans le ventre. Si vous voyez son ventre, vous allez dire ballonné, on dirait elle est enceinte. Et ce ventre, à chaque fois, il faut aller ponctionner et vider le liquide. Et elle a ça également autour des poumons. L'environnement est mauvais. Vous allez dire, si vous ne faites pas attention, vous allez dire, mais celle-là, elle ne fera jamais d'enfant. Il ne faut jamais dire ça. Le jamais là, en médecine, non, ça n'existe pas. Et
Mais on a eu ces surprises heureuses après le traitement que je vais peut-être évoquer tout à l'heure. Elle a eu un retard de règles. Je dis, mais tu attends quoi? Faire un test de grossesse positif. La grossesse, le déroulement a été difficile. 4 mois d'hospitalisation, mais en décembre dernier, elle a eu son enfant. Félicitations à elle. On va parler du traitement en même temps, professeur. Quand on a une endométriose, quels sont les traitements ou quel est le traitement? Je suppose qu'il doit en avoir plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. La vérité, ça va être direct pour que les gens comprennent la difficulté du traitement de cette maladie-là. En réalité, comme c'est une maladie qui est alimentée, entretenue par les hormones, le vrai traitement, ça va peut-être choquer, c'est la castration. Castration veut dire il faut enlever les 2 ovaires, l'ablation des 2 ovaires. Mais elle n'a pas encore fait d'enfant. Donc, on ne peut pas aller à ce stade-là. Mais vous savez que dans d'autres pays où avoir un enfant n'a pas la même importance que chez l'Africain, mais moi, je connais vous avez une collègue en France, on ne va pas la nommer, mais elle a quand même publié ça sur les réseaux sociaux et dans la presse. À 29 ans, elle a décidé qu'on lui enlève ses ovaires pour qu'elle ait la paix avec cette maladie. Donc, voilà, non. Il y a des alternatives à ces solutions extrêmes, surtout chez des femmes jeunes qui n'ont pas encore fait d'enfants. Oui, ces alternatives. Les alternatives, on utilise des médicaments dont... C'est de celui-là que je vais parler. Je ne vais pas citer les médicaments parce que les gens risquent d'aller faire de l'automédication. Parce que le traitement doit être adapté, personnalisé. Il y en a un quand même qui coûte un peu cher et c'est là... s'il y a un plaidoyer à faire, je sais qu'il y a une association de lutte contre l'endométriose qui va être mise en place. Je connais les personnes impliquées. Pour faire le plaidoyer, pour faire le plaidoyer par rapport à ce médicament-là. Parce qu'il coûte cher. Une ampoule coûte 105 000 francs CFA. Vous prescrivez à la dame, vous avez beau expliquer, le mari va mettre des mois avant d'acheter une ampoule. Or, ce n'est pas une ampoule pour la vie? Non, c'est une ampoule par mois pendant 3 mois. D'accord? C'est ça qui... Quand elle fait ce traitement, elle est tranquille, la douleur disparaît. Il y a un signe important que j'avais oublié, c'est les règles trop abondantes. Les règles. Le médicament agit énormément sur ce signe-là et elle retrouve un peu la paix. Et ça améliore aussi les conditions de survenue de la grossesse. Et après 3 mois? Après 3 mois, elle a la paix, comme je le dis. Mais il y a des risques de récidive? Bien sûr, puisque la production en fait, le médicament, quand vous le mettez, vous mettez les ovaires au repos. Vous créez une ménopause temporaire. Dès que l'effet des médicaments disparaît, la maladie revient. Mais au moins, elle est soulagée pendant quand même plusieurs mois. Et la maladie est encore là. Oui. Dans quel cas intervient la chirurgie? L'autre volet de la prise en charge, c'est effectivement la chirurgie. La chirurgie a une place très importante dans la maladie. Et le résultat est d'autant plus bon que la chirurgie est abordée par voie cœloscopique, c'est-à-dire à ventre fermé. Si vous faites l'intervention à ventre fermé, oui, ça consiste à aller, parce que ce que ça crée, et que on ne peut pas vous montrer sur une chaîne de télévision, pour ne pas choquer, voilà, vous voyez les organes accolés les uns aux autres, les intestins accolés à l'utérus, ça crée ce qu'on appelle des adhérences. Le fait de libérer ces adhérences, et puis d'aller coaguler les nodules d'endométriose disséminés un peu partout dans la cavité pelvienne, ça soulage énormément la patiente. Oui, mais la chirurgie, c'est sur combien de temps? Est-ce que c'est juste une seule et après la patiente est guérie? Est-ce qu'on guérit de l'endométriose? On guérit de l'endométriose avec la ménopause. D'accord, donc c'est une maladie qui peut commencer dès les premières règles et finir avec la ménopause. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie de la femme en période d'activité génitale de la puberté, disons de la puberté à la ménopause. Oui, mais est-ce que lorsque les interventions sont fréquentes, ça ne fragilise pas également l'utérus pour avoir des enfants, par exemple? Les interventions sur l'utérus sont rares, mais c'est surtout sur les trompes, les ovaires, les intestins.
je ne peux pas tout vous dire sur cette maladie-là. Si ça prend, par exemple, les urétères, parce qu'il arrive que... Il faut que les gens... Il ne faut pas banaliser cette maladie. C'est une maladie qui peut être à l'origine d'insuffisance rénale. Hein. Insuffisance rénale, vous allez être dialysé tout le temps. On connaît des patients parce que la maladie a pris, disons, les urétères. Vous savez, les urétères, c'est 2 tuyaux qui amènent les urines des reins vers la vessie. Lorsque ça prend les urétères et arrive à les boucher, les urines ne descendent plus. Et si c'est méconnu, les urines qui sont retenues dans les reins, le rein meurt. On dirait muet, il n'est plus fonctionnel. Il est là, mais il n'est plus fonctionnel. Insuffisance rénale, il faut passer à la dialyse. C'est la raison pour laquelle, quand on a des symptômes, il faut consulter. Si on fait le diagnostic, il faut avoir un suivi régulier. On ne va pas vous faire le diagnostic vous posez le diagnostic d'endométriose et vous allez vous asseoir. On dit, bon, dans 2 ans, j'irai en consultation. Non. Le médecin qui s'y connaît va vous dire, même si vous n'avez pas de problème de désir, de problème d'infertilité, il doit pouvoir vous dire, d'accord, je dois vous voir, peut-être dans 3 mois. Maintenant, s'il pense que la maladie est stabilisée avec les médicaments qu'on apporte, il vous dira, d'accord, 2 fois par an. Donc c'est un traitement à vie. Oui, non pas à vie, quand je dis à vie. Jusqu'à la ménopause. Voilà, mais parce qu'au fur et à mesure que la fonction ovarienne décline, la maladie aussi décline avec. En cas d'endométriose, quelles sont les chances de concevoir? Est-ce qu'on peut estimer? Vous savez que le problème de l'infertilité est plurifactoriel. D'accord. Moi, je dis, si vous faites uniquement focus sur la femme en disant c'est son endométriose qui fait qu'elle n'est pas enceinte, et le conjoint lui aussi n'a pas de problème, et je vous assure, ils ont vous ne pouvez pas, le jour où vous ferez une émission sur l'infertilité du couple, moi je ne parle pas de l'infertilité féminine, du couple. Vous allez voir la part très importante de l'homme dans cette affaire-là. Bon, évidemment, quand ils sont dans leur coin, dans la logique ancestrale que non, l'homme n'a jamais de problème. D'accord. Et quand on est enceinte, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une grossesse normale? Lorsqu'on est enceinte, bien sûr, mais l'évolution de la grossesse peut être perturbée, mais on sait gérer ça en obstétrique. Ouais. Vous avez parlé de ménopause temporelle, on sait également qu'on parle de ménopause artificielle. Est-ce que c'est la même chose et à quoi ça sert également? La ménopause artificielle. Non, bon, ce que c'est ménopause artificielle, c'est pas ça. Il vaut mieux dire une ménopause temporaire. Donc, quand je dis elle est temporaire, ça veut dire qu'elle est réversible. C'est pas la ménopause. Voilà, je mets un médicament pour bloquer la fonction des ovaires parce qu'en réalité, la ménopause, la vraie définition de la ménopause, c'est l'arrêt du fonctionnement des ovaires. C'est lorsque l'expression commence à se traduire, l'arrêt définitif des règles, parce que c'est les hormones là qui préparent, disons, l'écoulement des règles. Voilà. Donc on les arrête. Le temps pour... exactement, de faire, ça fait régresser la maladie sans la faire disparaître. Voilà. Et vous avez commencé par évoquer également les conséquences de la maladie sur la sexualité. Oui. C'est vrai que des questions de sexualité, on en parle très peu pour les questions intimes. Mais est-ce que quand les femmes viennent, elles évoquent réellement ce problème avec leur mari? Nous, on le fait ressortir de toutes les façons. On a un schéma d'interrogatoire qui est très, très serré, très... parfois même elle se marre parce que une tonne de questions qu'on déverse sur elle. Non, c'est à dessein qu'on le fait. Il y a des femmes qui ont l'endométriose et qui ont une sexualité épanouie. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau. Il y a des femmes, par contre, qui vont souffrir de la douleur liée au rapport sexuel. C'est là le problème, au point même où, à un moment donné, elles auront une aversion au rapport sexuel. Elles n'y vont pas. Il y en a qui, peut-être, il y a quelques-unes qui vont nous suivre, qui vont suivre votre émission. Et qui vont sourire. Qui vont sourire. Les conjoints se plaignent tout le temps. Et vous imaginez les conséquences aussi, quand tout le temps, elles refusent le rapport sexuel. Il y a une en début de semaine qui m'a dit mais elle vient de constater que son conjoint sort avec une jeune femme, en plus sa collègue de service. J'ai dit tu y as
contribué d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas sa faute. Parce qu'en réalité, ça devient à la longue psychologique. Parce que même quand elle prend des médicaments qui doivent soulager la douleur et les médicaments dont j'ai parlé, qui peuvent faire régresser la maladie, elle est toujours dans ce refus systématique parce qu'elle appréhende. Voilà. Et je lui ai dit non, il ne faut pas faire ça parce qu'on dit la peur de l'échec entraîne l'échec. Donc, il faut y aller avec... il faut positiver, quoi. Maintenant, il faut aussi que le conjoint sache comprendre et sache jouer le jeu. Y a-t-il des dispositions particulières à prendre dans ce cas pour avoir une sexualité épanouie? Il y a le moment des rapports sexuels quand même. Si vous... comment dire? Si vous faites les rapports sexuels en milieu du cycle où les hormones sont, disons, à partir du milieu du cycle, à partir de l'ovulation jusqu'au début des règles, là, les hormones sont au plafond et les modifications qu'elles entraînent et autres peuvent gêner la grossesse. En début, juste après les règles, je crois que c'est supportable. Mais après, mais surtout, parce que tout est mélangé en fait. Il y a des facteurs de confusion. Disons, vous n'avez pas une bonne préparation au rapport sexuel. Et elle va faire un rapport douloureux qui n'a peut-être aucun lien avec l'endométriose. Mais en consultation, on sait quand même les accompagner sur ce terrain-là. Parlant d'accompagnement, quelle est la responsabilité de l'homme ou quelle est la part de l'homme? Est-ce que vous prenez en compte les hommes dans votre prise en charge? Oui, parce que déjà, il faut qu'il fasse preuve de compréhension. Parce que si au moment où elle fait sa crise douloureuse, intense, elle n'a pas préparé, lui ne sait pas pourquoi elle n'a pas préparé, il ne veut rien comprendre. Non, donc il y a des hommes qui jouent vraiment le rôle. Et nous, ça nous fait plaisir parce que ça facilite le traitement, la prise en charge. Et là, l'effet du traitement de ce que nous on apporte est rapide. Mais si en plus dans ce contexte, on lui met une pression maximale, surtout, vous ne verrez pas ça là dans les pays développés. Mais ici, dans un contexte africain, surtout quand la femme n'arrive pas déjà à avoir des enfants et puis elle est nerveuse, elle crie, elle fait... Déjà qu'on pense que ce sont des caprices de femmes. Oui. Et comment est-ce que vous voulez que l'homme puisse... Oui, c'est nos réalités sociologiques, mais il faut aller au-delà de ça. On est au 21e siècle quand même. Quand on est en cas avec un malade d'endométriose, là je vais au-delà de l'homme qui est son conjoint direct, est-ce que l'environnement joue un rôle également sur le traitement? L'environnement, oui. Si une femme a une endométriose et est exposée à la pollution environnementale, notamment avec le dioxyde, là c'est un gros problème, ça ne facilite pas. Vous savez, le problème de la pollution est transversal. Ce n'est pas que pour l'endométriose. Ça perturbe beaucoup de choses en termes de maladies, aussi de prise en charge des maladies. Mais il y a cet environnement, disons, de façon générale. L'environnement de travail aussi. L'environnement de travail, si elle a cette maladie avec tout ce que ça comporte comme symptômes, elle saigne beaucoup et que, disons, son supérieur hiérarchique doit lui mettre encore la pression maximale, non, ça ne peut pas aller. Sans révéler, il faut que les gens comprennent que même elle n'est pas obligée de révéler sa maladie à son supérieur hiérarchique, pas du tout. Mais si elle apporte et c'est des femmes qui ont tendance quand même de façon régulière à amener des certificats médicaux. Voilà. Mais elle n'est pas obligée de dire mais je souffre de l'endométriose. Voilà, parce que c'est quand même... Déjà, avec cette émission, on peut connaître la maladie et quand on connaît, on fera un peu plus attention. C'est lorsqu'on ne connaît pas qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre vos malades d'endométriose. Exactement. D'accord. C'est peut-être une question qui n'a pas de lien véritablement avec l'endométriose, mais vu qu'on parle de règles et qu'on parle qui est un élément important pour l'endométriose, est-ce qu'il y a peut-être des comportements à avoir dès qu'on commence par voir ces règles pour être sûr d'éviter au maximum nos mamans en général savent bien jouer ce rôle parce que pour avoir pris par là, coaché par leur mère aussi,
Donc, ça a bien joué ce rôle. En fait, c'est une question de dialogue. De toutes les façons, une jeune fille, même si elle n'a pas un dialogue présent avec sa mère, dès qu'elle saigne, la première personne à qui elle s'adresse, c'est la maman. Elle est étonnée. Parce que peut-être une surprise pour elle, elle n'a pas été préparée à ça, alors que, en général, à partir de 10 ans, on commence pas à préparer les filles à ça, on voit les seins apparaître parce que c'est des... Les règles, l'apparition des règles, ce n'est que la conclusion d'un ensemble de phénomènes qui ont commencé depuis plusieurs années. Et donc, les mères savent accompagner leurs filles par rapport à la gestion de la période, de cette période-là, donc des règles. Les conseils qu'on donne, non, moi je crois qu'on n'a pas besoin d'aller consulter un médecin parce que la fille a eu ses règles. C'est de lui dire par rapport à l'hygiène, comment changer ses couches. À partir de ce moment qu'elle a eu, à partir du moment où elle a eu les règles, ça a eu une signification. C'est que elle est potentiellement fertile. Et donc, rapport sexuel, là, il faut qu'elle fasse attention. D'abord, c'est pas le moment. Elle n'en a pas encore l'âge, même si tout se met en place. Voilà. Donc, c'est des choses que les mères apprennent aux filles sans aucun problème. Par contre, dès lors qu'il apparaît dans les règles des anomalies en termes de douleur, en termes de volume ou d'irrégularité, ah oui, il faut consulter. Nous sommes presque à la fin de l'émission, professeur. On a parlé il y a un instant des facteurs de risque. J'ai envie de demander, est-ce qu'il y a des facteurs qui protègent également contre l'endométriose, des facteurs de protection? Les facteurs protecteurs de l'endométriose, pour moi, c'est les facteurs de risque évitables. Curettage. Oui. Vous voulez d'abord, je parle donc des avortements provoqués, fait par un personnel non qualifié, vous aurez l'endométriose. Autre facteur de risque que je n'avais pas évoqué et qui est évitable, c'est la césarienne. Si vous faites la césarienne, il y a une façon, vous avez extrait l'enfant, vous avez sorti le placenta, il faut fermer l'ouverture là. D'accord? Au niveau de l'utérus. En voulant fermer, c'est une question de technique. Si vous, en fermant, vous ramenez l'endomètre dans le muscle utérin, ça va vous faire l'adénomyose dont j'ai parlé. Ça, c'est des facteurs évitables. Mieux vous parler de facteurs évitables que de facteurs protecteurs, parce qu'on risque de vendre du rêve aux gens sur le plateau. Mais professeur, très rapidement pour finir, les conseils, qu'est-ce qu'on retient sur l'endométriose et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Bon, c'est une maladie qui est très fréquente, qui est invalidante du fait de la symptomatologie douloureuse, mais il n'y a pas que, il y a d'autres dégâts que ça peut créer au niveau de différents organes. Dans la cavité abdominale et même en dehors de l'abdomen, au niveau des poumons, il faut le savoir. Et qui a un impact important sur la fertilité et au plan psychologique. Et ça peut créer des problèmes dans le couple. C'est une maladie qui est fréquente, on l'a dit, et donc devant ces symptômes, il faut consulter un spécialiste, au mieux un généraliste peut y penser, mais il faut qu'il passe quand même la main à un gynécologue obstétricien qui saura faire la part des choses. Et s'il n'y pense pas, vous ne perdez rien à lui souffler ça à l'oreille. Peut-être que c'est un début de diagnostic. Merci à vous, professeur Dinakbo. Toutes les femmes qui ont des douleurs de règles n'ont pas d'endométriose. Heureusement, si la douleur cède avec un risque antalgique, un sein antalgique, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La douleur qui doit alerter est celle qui revient chaque mois, de plus en plus forte, de plus en plus présente, et qu'un antispasmodique ou antalgique léger ne suffit pas à calmer. Cette douleur nécessite une consultation, vous l'avez rappelé. Et pour connaître tout ce qui a rapport avec cette maladie, allez voir votre médecin. Ce sera tout pour cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, mais surtout, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières contre la Covid-19.